Aujourd'hui fut une journée fort intéressante. La matinée a commencé avec un panel de discussion sur la place, le rôle des universités dans la lutte contre les changements climatiques. Donc des universitaires mondiaux se sont parlé, ont échangé et les conclusions sont assez intéressantes et similaires à ce qu'on pourrait voir au Canada. La première chose était le manque de multidisciplinarité dans les équipes de recherche. Justement, il disait qu'il n'y avait pas suffisamment d'incitatifs dans les universités pour briser les silos et favoriser la collaboration entre les départements et les facultés. Le deuxième élément qui était fort intéressant, c'était justement le manque de collaboration entre les divers secteurs de la société. Le secteur privé, le secteur public, les niveaux universitaires, gouvernemental. Selon les chercheurs, il faut impérativement que les universités jouent davantage un rôle à ce niveau et vraiment collaborent avec les secteurs de la société civile. L'autre élément, c'était le rôle des universités dans l'accompagnement, dans la résolution de problèmes au niveau local, régional, provincial, etc. Donc il y avait beaucoup en fait de suggestions quant à l'idée de développer des initiatives tangibles, pragmatiques, qui puissent vraiment aider les communautés à résoudre les problèmes locaux en matière de changement climatique. Et le dernier élément qui était intéressant, c'était de créer une plateforme régionale et une plateforme mondiale au sein desquelles les universités pourraient vraiment collaborer, partager de l'information afin que l'on ne duplique pas les recherches et qu'on puisse justement alimenter les recherches de chacun et chacune. Aujourd'hui était la journée de l'information de la Terre, Earth Information Day. Ce fut une opportunité pour les chercheurs et pour les entreprises qui travaillent au niveau de l'espace de partager de l'information et de potentiellement collaborer. Alors j'ai pu assister au groupe de travail sur la surveillance des émissions de gaz à effet de serre de l'espace. Une session fort intéressante qui montre encore une fois la complexité de la collaboration entre les différents secteurs de la société. Aujourd'hui a été l'opportunité pour les organismes de faire l'annonce de la nouvelle plateforme qui va justement partager des données en temps réel de l'espace, earthobservation.org. Mais là encore, une fois, on se retrouve en fait confronté à des défis qui ne facilitent pas la collaboration et le partage d'informations. Autre fait intéressant est que ces missions dans l'espace sont de plus en plus en fait hybrides. Nous remarquons notamment la participation du secteur public, le gouvernement, mais aussi le secteur privé qui de plus en plus s'implique dans les voyages dans l'espace. Ce qui vient nous rappeler en quelque sorte le voyage récent de M. Bezos dans l'espace qui hier est intervenu à la COP pour annoncer et confirmer en fait son engagement envers les changements climatiques. Et dans ses propos, il a quand même effectué un peu une déclaration assez intéressante disant qu'il s'est rendu compte de la fragilité de la Terre lors de son voyage dans l'espace, posant ainsi la question, devons-nous aller dans l'espace pour se rendre compte en fait que notre monde est en danger. La dernière information que j'ai pour vous en cette journée du 3 novembre, c'est le dernier groupe de travail auquel j'ai pu assister qui se concentrait principalement sur la création d'une plateforme destinée aux communautés locales et autochtones indigènes du monde entier. Ce fut une session extrêmement intéressante qui démontre combien les communautés autochtones et indigènes à travers la planète ne sont absolument pas des victimes, mais en réalité mettent en place des projets d'adaptation et d'atténuation au changement climatique qui sont absolument intéressantes et exceptionnelles dont nous devrions parler et ça souligne encore une fois que les systèmes de croyances autochtones constituent une science avec ses propres systèmes, ses propres méthodologies qui doivent être en réalité prises en compte par les sciences occidentales. Alors cette plateforme va être mise en place dans les prochaines années. D'ailleurs, l'une des personnes responsables le fait de Toronto au Canada. Et l'idée vraiment est de mettre en œuvre le plan d'action qui a été élaboré en 2020 dans les 3 prochaines années. Alors il y a énormément de travail à faire, mais cette plateforme est extrêmement intéressante parce qu'elle va faciliter le partage d'informations entre les communautés locales et les communautés autochtones à travers le monde. Elle va aussi pouvoir mettre de l'avant en fait à travers la section nouvelle les avancements, les avancées en fait des communautés locales et autochtones en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Alors on leur souhaite bonne chance et nous espérons, en fait nous les avons contactés pour avoir plus d'informations, nous espérons pouvoir collaborer potentiellement et communiquer avec eux sur leur magnifique projet.
aujourd'hui, nous avons visité la fameuse section verte qui est la section réservée au grand public ici à la COP26. Alors, la section bleue, on en a parlé un peu hier, c'est là où il y a les négociations, les séances plénières, les pavillons officiels, donc une dynamique assez intense. Et la section verte est complètement différente. Beaucoup plus relaxe, beaucoup plus axée sur le grand public, la société civile, les interactions, l'expérience. C'est un peu, si vous voulez, à l'image d'un musée où on va avoir pas mal de petites activités, d'apprentissage, de diffusion des connaissances accessibles à tout le monde. Alors là-bas, on a pu rencontrer quelques acteurs très sympathiques. On a rencontré une association française qui a développé un jeu pour la vulgarisation des connaissances autour des changements climatiques. Nous avons rencontré deux jeunes étudiantes lycéennes qui ont demandé à nous interviewer et elles étaient là pour faire du bénévolat. Donc très intéressant d'avoir cette interaction directe là avec la jeunesse locale. On a pu rencontrer également des représentants de l'initiative Playing for the Planet qui est l'initiative de l'industrie du jeu vidéo pour la protection de l'environnement qui est assez récente, développée en 2020 et qui commence vraiment à se lancer dans un secteur qui a besoin d'innovation et de discussion en matière d'impact et de protection environnementale. On a également pu rencontrer un groupe de jeunes environnementalistes activistes qui proviennent de différents pays et qui ont fait cette initiative qui s'appelle Mock COP. Ils ont filmé des vidéos en réalité virtuelle qui montrent la réalité du terrain et du leadership en matière environnementale dans certains pays comme la Colombie, le Brésil ou les Philippines. Quelque chose de fascinant d'avoir ce casque et de pouvoir vivre l'expérience à travers l'écran de ce qui se passe sur le terrain dans ces pays. Il se peut même que sur un autre stand, nous soyons un petit peu amusés avec la nouvelle Formule I et le simulateur qui était présent au niveau de la zone verte. Donc pour résumer, vraiment une dynamique complètement différente de la zone bleue et une belle forme de vulgarisation, de diffusion et des différents acteurs qu'on ne retrouve pas ici dans la zone bleue. La rencontre avec le Premier ministre du Québec, François Legault, était à la fois étonnante et impressionnante, je dois dire. Étonnante parce que le Québec nous invite donc pour recueillir un petit peu le pouls de la société civile qui est présente à la COP26. Et c'est étonnant parce que le Québec n'a pas d'obligation au niveau du droit international, mais tient pourtant à participer à cette COP26, à afficher ses ambitions et à dialoguer avec la société civile. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à saluer. La rencontre avec le Premier ministre québécois, M. Legault, était vraiment assez impressionnante parce que c'est quelqu'un qui était très à l'aise de nous rencontrer, un très très bon orateur, évidemment qui avait un discours sur la bonne position du Québec par rapport à la lutte contre les changements climatiques. À l'entendre, c'est vraiment un modèle en Amérique du Nord de ce point de vue-là. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Il a effectué beaucoup de comparaisons avec des États étrangers, notamment avec l'Union européenne. Et là, je dois dire qu'en connaissant un peu la situation, j'ai trouvé que la comparaison était un petit peu osée et un petit peu faussée. Donc, on a pu avoir un échange, notamment à ce niveau-là. Donc, durant cette rencontre, les différents acteurs de la société civile qui étaient présents à la COP26 ont pu poser des questions et s'adresser directement au Premier ministre québécois. Et donc, on a pu avoir un échange en direct. Et donc, de mon côté, j'ai pu relayer une préoccupation qui est portée par le Centre québécois du droit de l'environnement et qui est donc la question de la reconnaissance des objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques dans le cadre d'une loi climat au Québec. Une loi qui permettrait notamment d'intégrer également des mécanismes d'imputabilité ou encore un mécanisme par exemple de non-régression par rapport à ces objectifs, ce qui empêcherait tout gouvernement de revenir en arrière par rapport à certaines ambitions. Et donc, est-ce que le gouvernement envisage l'adoption d'une telle loi au Québec? La réponse m'a un petit peu surprise en tant que juriste. Et évidemment, dans ce cas-là, il faut écouter, malheureusement. Mais la réponse du Premier ministre a été la suivante. Il croit énormément dans la force, je dirais, normative de la politique. Et donc, il m'a expliqué que puisque il aime pouvoir se regarder dans le miroir, il considère que les engagements politiques sont plus forts que les engagements pris dans la loi. En tout cas, c'est la manière dont je l'ai compris. Et je dois dire qu'en tant que juriste, je suis un peu choqué parce que
la reconnaissance de ces objectifs dans une loi et de mécanismes d'imputabilité, de reddition de comptes, pourrait permettre notamment aux citoyens éventuellement de poursuivre le gouvernement pour inaction climatique. C'est quelque chose qu'on voit dans de nombreux pays actuellement. Je pense à la France, je pense à la Hollande, il y a des cas également au Canada et aux États-Unis. Et donc, j'ai tendance à penser qu'une loi permet de renforcer l'action dans ce domaine-là et permet en tout cas à la société civile et aux citoyens de mettre la pression sur les politiques. Alors il m'a expliqué que lui n'aime pas laisser des promesses non tenues, etc. Malheureusement, l'histoire nous montre que les politiques ont souvent l'habitude de ne pas respecter des promesses et sans qu'il n'y ait de conséquences associées à ces promesses non tenues. J'ai également obtenu un scoop puisque j'ai parlé éventuellement des gouvernements à venir et il a indiqué qu'il comptait bien se représenter.